Chers amis, mesdames, messieurs, il me revient donc de présenter le dernier ouvrage en date, pas le dernier de la série, le dernier en date, insistons là-dessus parce qu'il peut y avoir des puristes dans la salle, le dernier en date d'Alain Berenbaum qui s'appelle Clandestine. Bien, alors, comme il est de tradition, quelques mots de présentation de l'auteur. C'est largement inutile, mais enfin, rappelons certaines choses. Alain Berenbaum est docteur en droit de l'Université libre de Bruxelles, qualité éminente, puisqu'il la partage avec moi. Donc, oui, c'est important. Et il s'est engagé tout de suite dans la voie du barreau à Bruxelles. Il a été très vite également enseignant à l'Université libre de Bruxelles, où il a donné les droits intellectuels, et c'est un domaine dont il est devenu très vite un éminent spécialiste. Il est vraiment un auteur qui fait autorité dans le domaine du droit d'auteur, donc droit intellectuel plus spécialement les droits d'auteur. Et indépendamment de cela, il a, vous le savez, une activité littéraire importante en dehors de la littérature juridique, donc. Et je me souviens de son premier, enfin je pense bien que c'est le premier, en tout cas c'est le premier que j'ai lu, La position du missionnaire. C'est le premier, il me semblait bien. Un plaisir que ma mémoire n'a pas fait défaut sur ce point-là. Lisez-le, c'est drôle. Déjà le titre est une invitation effectivement à la lecture, et on n'est pas déçu. Parfois des titres trompeurs. Je me souviens d'un bouquin qui s'appelait Virgile, auteur gay. Eh bien, dès la deuxième ligne, on avait compris que c'était tout sauf un auteur gay. Tandis que ici, position de missionnaire, je vous assure, si vous n'avez pas lu, lisez-le, vous ne serez pas déçus. Et indépendamment de cela, il y a évidemment eu d'autres ouvrages, notamment Monsieur Optimiste, qui a une connotation autobiographique, ou biographique en tout cas, et qui lui a valu d'ailleurs le prix Rossel en 2013. Je n'ai pas fait partie du jury, mais si j'en fais partie, j'aurais certainement voté pour, parce que je l'ai lu, c'est un petit chef-d'œuvre. Alain a également reçu pour l'ensemble de son œuvre en 2015 le prix de la SCAM. La SCAM, pour ceux qui ne le savent pas, et ça a été mon cas pendant longtemps, c'est la Société civile des auteurs multimédia. Voilà, et alors il y a aussi dans son œuvre un cycle important que j'aime beaucoup, dont j'ai lu les différents ouvrages, un cycle policier dont l'auteur est un certain Michel Van Loo. Vous ne serez pas surpris, d'après son nom, que ça se passe en Belgique plutôt qu'au Portugal, mais c'est tout à fait passionnant. J'aime beaucoup le personnage de Michel Van Loo. Et Alain est également un chroniqueur depuis longtemps. Il donne des chroniques pour le soir, qui paraissent tout à fait régulièrement. Je n'en manque jamais une, et j'ai trouvé quelques allusions, plutôt quelques preuves, si besoin en était, de son humour bien connu dans celui qui est peut-être le dernier ou l'avant-dernier, les 20-21 mai 2013, Sofagate, saison 2, relativement à ce mobilier tout à fait bas de gamme, en dessous d'IKEA encore, qui a été acheté par le Parlement wallon. Vous voyez sans doute à quoi je fais allusion. Et alors, il y a une petite phrase où là, voilà, un spécimen de son humour. L'ancien président du Parlement wallon et son greffier se remuent sans compter. Parenthèse, compter n'a jamais été leur spécialité. Voilà, et nous pouvons passer maintenant à l'ouvrage en question. Bien entendu, comme il est de tradition ici, et ça va décevoir certains peut-être, mais c'est la tradition de ne pas vous raconter toutes les péripéties du roman, et encore moins la conclusion, ça certainement pas. Bien, le point de départ est un aspect de l'activité professionnelle du héros, qui est un avocat bruxellois, qui s'appelle Biederman. J'ai déjà d'ailleurs une question à ce sujet, parce que ce n'est pas un nom très répandu
en Belgique, j'ai ouvert l'annuaire des téléphones de Bruxelles. Je sais qu'il y a beaucoup de monde dans l'annuaire des téléphones. Tu as encore un annuaire de téléphone? Quoi? Tu as encore un annuaire de téléphone? Il n'est pas tout récent. Ah. Il n'est pas tout récent. Non, 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 non. Je le garde et je l'apporterai bientôt à faire compris. Oui. Alors, c'est une toute petite question incidente avant d'aller plus loin. Est-ce que ce Biederman est choisi comme ça tout à fait au hasard, ou est-ce que c'est une réminiscence d'une pièce de théâtre d'un écrivain suisse, M. Biederman et les incendiaires? Oui, donc en fait, effectivement, je connais cette pièce de théâtre et j'aime beaucoup Max Frisch. C'est un auteur absolument formidable, qui est un auteur suisse-allemand. Mais c'est pas à ce Biederman-là que je pensais. Ici, l'avocat Cyril Biederman est le fils, on en parlera sans doute, d'une dame, Madame Biederman, qui est une juive d'origine russe. Et donc, c'est un nom ici d'origine russe que j'emprunte à un ami de mes parents qui s'appelait Monsieur Biederman, simplement j'ai pas beaucoup d'imagination, pour le situer au fond et situer son origine. C'est ça. Voilà, Biederman. Bien, parfait. Mais tu as fait une belle recherche. Oui. Faites aussi que j'ai vu la pièce. Oh. Ah. Et ça j'ai envie de dire dans une autre vie. Hein. J'ai vu quand elle est sortie, et je ne dis pas quand, mais il y a, disons, comme disait Fernand Reynaud, un certain temps. Il y a prescription. Il y a prescription, voilà. Il y a prescription. Donc cet avocat reçoit une cliente qui est d'origine russe, du moins c'est ce qu'elle dit, parce qu'il y a un certain mystère que nous n'allons certainement pas lever ce soir, bien entendu. Peut-être souhaites-tu nous mettre dans le bain tout de suite par une lecture du tout début, où nous avons ce qu'on appellerait au théâtre une scène d'introduction, où il y a à la fois, bien sûr, Cyril Biederman, sa belle cliente, et un ami qui est celui qui lui a envoyé la cliente. Oui, c'est ça. Passage. Oui, c'est important de signaler parce que dès le début du premier chapitre, on situe chronologiquement le livre. Il se passe en mars 2005 et ça a une importance pour la suite de l'histoire. Et donc, le narrateur, c'est l'avocat Cyril Biederman. À quoi voit-on qu'une femme ment? Elle m'a d'abord dit qu'elle s'appelait Julia. Un seul prénom, m'étonnai-je, le crayon en l'air en essayant de modérer mon ton ironique. Julia Anastasia, concéda-t-elle. Elle releva la tête et me fixa droit dans les yeux, les lèvres légèrement pincées. La méthode habituelle des menteurs professionnels. Je la connaissais, je la pratiquais aussi bien qu'elle, j'étais avocat. Et vous êtes heureuse, bien sûr. Je continuais de noter les fables qu'elle me débitait. Elle hocha la tête, plus besoin de me la jouer les yeux dans les yeux, mademoiselle. Elle avait compris que j'avais saisi son truc. Russe, oui, je suis russe, insista-t-elle, douteuse, s'obstinant à dissiper mes doutes, en exagérant son accent chantant, mais tout à fait crédible. Je le reconnaissais, c'était aussi celui de ma mère. Julia Anastasia russe. Non, je t'ai plus. Où était-elle née en réalité? À Kaboul, à Damas, à Molenbeek? La peau mate, des yeux noirs profonds, des flaques de pétrole brut, tout juste sorties du derrick brillant au soleil, un délicat point de beauté sur la pommette, des lèvres épaisses plus rouges que des cerises qui ne demandaient qu'à être croquées, et de longs bras minces, des mains fines et des doigts nerveux qui vibraient à chacune de mes questions, seul signe de tension. Un délicat parfum poivré l'entourait discrètement. Je retournai la carte de visite qu'elle m'avait remise avant de s'asseoir sur le bord de la chaise, prête à s'envoler si je me montais désagréable. Au dos, un message court, direct, sans fioriture. Julia te dira qu'elle vient de ma part, aide-la du mieux que tu peux et ne ménage pas tes efforts, les honoraires sont à ma charge, profites-en, le business flambe dans le coin, n'oublie pas de dire à ta chère maman combien je pense à elle, Mamouchka, je l'embrasse sur les deux joues, suivi d'une signature illisible qui ressemblait vaguement à celle d'Erol, dont le nom était imprimé au recto, Erol Marchevski, import-export, suivi de l'adresse d'une boîte postale à Samarkand. J'ignorais que les postes ouzbeks louaient encore des boîtes anonymes, mais qu'est-ce que je connaissais de l'Ouzbékistan? Voilà, eh bien, cette jeune cliente de Cyril Biederman a
un problème, et il est majeur, c'est que les autorités belges veulent l'expulser. Et l'expulser vers où? Vers la Russie, où elle craint qu'on lui fasse un mauvais parti. Pourquoi? Ça, c'est parfois des questions curieuses comme ça. Pourquoi un pays comme la Russie peut-on craindre qu'on fasse un mauvais parti? Et en 2005 encore bien. Voilà. Alors, je me demandais d'ailleurs si... alors, est-ce qu'elle va réussir à ne pas être expulsée, etc. Ça, c'est évidemment l'objet du livre. Il n'est donc pas question de vous donner des renseignements là-dessus. La question, évidemment, que tout le monde se pose, je crois que la réponse est relativement évidente, mais enfin, il faut parfois poser ce qu'on appelle des bêtes questions. Est-ce que le choix du sujet est dû à l'activité que nous connaissons actuellement en Europe, où les joyeux lansquenets du Kremlin se livrent à une opération spéciale sous la houlette de leur leader spirituel, Vladimir? Quand je dis spirituel, on pourrait peut-être trouver un autre adjectif, effectivement. Hein, oui, voilà. Non, parce que j'ai en fait écrit le premier jet de ce livre avant le déclenchement de l'offensive en février 2022. Et d'ailleurs, au moment où l'offensive sur l'Ukraine a commencé, je me suis posé la question, est-ce que j'arrive pas trop tard? Enfin bon, Poutine s'est rendu compte que lui-même arrivait un peu tard à voir la manière dont son armée avance. Mais bon, et donc, et puis je me suis rendu compte que non, au contraire, d'une certaine façon, parce que, comme je le répétais, le livre se passe en 2005, et 2005, c'est l'année où Vladimir Poutine a pour la première fois été réélu président de Russie. Et apparemment, c'était, disent les observateurs, des élections plus ou moins non truquées. C'était les dernières, d'ailleurs, non truquées. Mais rappelez-vous, à cette époque-là, Poutine, c'était l'homme avec qui on voulait faire du business, à qui on tendait la main. C'était ce que nous proposait d'ailleurs Angela Merkel, qui était la chancelière allemande à l'époque, et qui connaît bien évidemment la Russie, et pour cause. Et donc, en quelque sorte, je ne dirais pas qu'elle était sa garante, ne soyons quand même pas injustes avec Angela Merkel, qui a fait par ailleurs bien des choses intéressantes, mais je pense qu'elle s'est fait berner, comme le monde occidental s'est fait berner. Et je dis ça parce que j'enfonce des portes ouvertes, mais parce que c'est important dans le contexte justement historique de ce livre 2005, de se rendre compte de ça, que la Russie à l'époque n'est pas du tout un pays inquiétant, au contraire. On croit qu'on va en faire un grand partenaire, et que en plus c'est une démocratie qui se met sur pied. Or, dans le livre, on verra que déjà le côté ombre de Poutine va apparaître, et le côté maléfique, je dirais, de la politique russe, et particulièrement de son président, puisque c'est en fait ce président en personne que Yulia fuit. Exactement. Oui. Et j'ai relevé parce que c'est un roman, il y a néanmoins toute une série de détails réalistes qui m'ont frappé. Et d'abord le premier, j'ai dû faire une recherche d'abord pour être sûr que c'était réaliste. Parce que quand j'ai vu qu'un État que tu cites est la Kabardino-Balkarie, je me suis dit ça sent la Moldavie et la Bordurie. Hein. J'ai dit ça, c'est l'amateur de Tintin qui nous invente quelque chose. Eh bien non, la Kabardino-Balkarie, ça existe. Ça existe. C'est une république qui fait partie donc de la république, enfin de l'ensemble politique russe. Elle est dans le Caucase et se trouve là, notamment le mont Elbrus. Donc tout ça est extrêmement sérieux. J'espère que ce sont des prochaines vacances. J'y pense. Peut-être d'abord aller en Ukraine quand même. Donc, réalisme aussi, lorsque on narre les tribulations du procureur général de l'Union, pas de l'Union soviétique, de la Russie, un dénommé Skouratov,
Je me suis dit aussi, là, parce qu'il est victime de toute une cabale qui vise à le mettre à l'écart avec certains montages photographiques audiovisuels. Je me suis dit aussi, ça c'est peut-être trop beau pour être vrai. Mais non, c'est vrai également. Le dénommé Skuratov, vous savez, ça arrive parfois, hein, je dis ça comme ça un peu hasard, qu'il y a des magistrats qui sont trop soucieux de découvrir la vérité dans des scandales politico-financiers, et il arrive qu'on essaye alors de les mettre à l'écart. Les moyens divergent quand même entre la Belgique et la Russie, heureusement. Quoique. Voilà. Petit réalisme aussi, dans toutes ces sociétés internationales qui sont en réalité des coquilles vides qu'on se revend. J'ai pu, moi, autrefois dans une autre vie, je dirais, m'apercevoir que tout cela était exact, parce que le personnage d'Errol est un manipulateur de ce genre de société. Ce sont des coquilles vides que l'on vend, que l'on revend, etc. Tantôt de temps en temps fiscale, voilà, c'est ça. Il y en a plein pour blanchir de l'argent. Voilà, il y en a plein au Liechtenstein, bien entendu, mais il y en a ailleurs aussi. Il y en a ailleurs aussi. Et toute petite question, le centre fermé d'où Julia s'échappe, d'ailleurs, est surnommé la Caricole, c'est authentique, ça. Authentique. Nous avons, bien entendu, il n'y a qu'en Belgique, on peut imaginer qu'un centre de détention où les gens sont enfermés dans des geôles, ça, on le dénomme la Caricole, j'imagine, pour faire sourire ceux qui sont enfermés dans l'endroit. La Caricole, c'est le centre de détention des sans-papiers, enfin des demandeurs d'asile, mais qui ne sont pas en ordre et qui ont droit à être détenus dans un centre fermé et qui se trouve près de l'aéroport de Zaventem. Donc ce sont des sans-papiers qui arrivent à Zaventem et qu'on amène tout de suite à la Caricole. Je ne sais pas de quoi on les nourrit, mais... Et donc Julia, lorsqu'elle débarque sans papier d'un périple un peu aventureux qu'on raconte dans le livre, après avoir été mêlée à ce fameux complot politico-sexuel qui a écarté, que Poutine a monté vraiment, comme Jean-Paul le disait, et qui a permis d'écarter à l'époque le procureur général de Russie qui faisait un certain nombre d'enquêtes sur la famille Yeltsin un peu gênantes. Et donc Julia, dès qu'elle débarque à Zaventem, se voit amenée au centre de la Caricole, d'où elle va s'échapper et se retrouver alors dans le cabinet de Maître Biederman, dont on a lu la première rencontre. Oui. Et une autre toute petite question au chapitre du réalisme, c'est que le roman fait allusion, c'est le narrateur lui-même qui le dit, puisqu'il a fait des études de droit, au ras-le-bol qu'il ressentait en fin d'études. J'ai personnellement ressenti ce genre de ras-le-bol en fin d'études, il était quand même temps que ça s'arrête. Ça t'est personnel aussi? Oui, c'est aussi, effectivement, c'est aussi un souvenir personnel. C'est vrai qu'à la fin, je ne pensais même pas devenir avocat. D'ailleurs, j'hésitais entre devenir réalisateur de cinéma. J'avais envie à ce moment-là, après avoir fait les 5 ans d'études, que mes parents... Parce que je voulais d'abord faire l'INSAS. Et puis mes parents m'ont dit, oui, tu commences d'abord par des études sérieuses, et si ça marche, eh bien, en cadeau, on te payera des études à l'INSAS. Très bien. Mais j'avoue qu'après les 5 ans d'UNIF qui suivaient, enfin plus une licence spéciale, et les 6 ans d'Athénée et les 6 ans de primaire, j'en avais marre d'étudier, j'imagine comme toi, et donc je me suis dit, je me lance plutôt dans la vie. Et là, je pensais plutôt aller soit vers le cinéma, mais sans passer par une école, soit vers le journalisme. Et ce qui m'en a empêché, c'est que mon prof de droit fiscal, donc on retombe sur le droit fiscal, mon prof de droit fiscal, qui s'appelait John Kirkpatrick, m'a proposé d'entrer dans son cabinet, et comme j'avais rien d'autre, je me suis dit, bon, pourquoi pas, voyons. Et ça me donne toujours, je suis libre, il ne me détiendra pas comme dans le centre de la Caricole, et donc je peux toujours m'échapper et éventuellement aller vers un autre métier qui me plaît davantage que le barreau. J'y suis toujours, moi. Mais j'ai encore ça devant moi.
Oui, absolument. Absolument. Enfin, au barreau, on fait du théâtre, je dirais comme acteur, la Voilà. mise en scène, c'est autre chose. Voilà, C'est autre chose, exactement. hein, oui, oui. Alors, oui, lire un petit morceau qui est le portrait de l'avocat généraliste. Oui, ce qu'est Cyril Biderman, donc Oui, mais oui, oui. c'est pas un avocat qui est loin de moi, c'est un avocat qui fait ce qu'on appelle, qui est généraliste, Oui. comme on dit, c'est-à-dire Oui. qui Il y a fait un des beau affaires de portrait. tout venant. Oui, il y a un beau portrait de l'avocat généraliste. Je traitais régulièrement des dossiers d'étrangers, séjour illégal, permis de travail, expulsion, etc. Bien sûr, je me consacrais aussi à d'autres types de clients. J'étais généraliste, ce qui n'était plus à la mode. Ce côté touche-à-tout me plaisait. J'aimais naviguer d'un monde à l'autre, aider tantôt un travailleur licencié, tantôt une entreprise en faillite, un débiteur poursuivi par ses créanciers, un couple en instance de divorce, un locataire poursuivi par son propriétaire ou un petit escroc à qui il fallait éviter la prison. Alors que mes associés s'étaient spécialisés dans le droit des affaires, le droit fiscal des sociétés multinationales ou les nouvelles technologies, moi j'adorais exercer le métier à l'ancienne, même si cela me valait la condescendance de quelques-uns de mes anciens camarades de faculté qui me traitaient de bâtonnier de quartier. C'était le nom qu'on donnait. Oui. Je rappelle ça. Effectivement. Et ça, c'est du vécu, hein, Oui, tout à fait. ce généraliste-là, si je puis dire. Bien. Alors, les rapports avec le client, c'est évidemment une question fondamentale sur laquelle on pourrait écrire des volumes. Et voici ce que le narrateur dit. Ma première recommandation à un nouveau client, quand je reçois, est de ne rien me dissimuler, de m'avouer tout ce que la justice ne sait pas. L'avocat est tenu au secret. Il ne révélera rien de ce qui lui a été confié. En revanche, il ne faut pas qu'il soit pris au dépourvu par des pièces produites par un adversaire ou un procureur que le client croyait soigneusement enfouies. C'est une règle d'or du métier que de toujours avoir un coup d'avance sur l'accusation. Il est impossible de bien traiter un dossier sans en connaître les ombres. Je suppose que ce n'est pas seulement l'avis du narrateur, mais que c'est le tien également. Hein. Bien. Alors, revenons un peu à la trame du livre, c'est-à-dire les démêlés de Yulia avec les autorités belges, les autorités au sens large. Elle fait l'objet donc d'un ordre de quitter le pays et son avocat fait un recours au Conseil d'État pour obtenir l'annulation de l'ordre en question. Alors, je pense que c'est un passage que tu pourrais peut-être lire à propos du recours au Conseil d'État. Moi, j'ai noté la page 60. Ah oui, c'est ça. Oui, alors, pour comprendre, Yulia, donc, comme on disait, s'est échappée de ce centre de détention, elle va aller chez l'avocat, et elle est évidemment recherchée par la police. Donc, l'avocat ne trouve rien de mieux pour la loger, parce qu'il faut bien la loger quelque part, et il la loge chez sa maman, cet avocat. Chez sa maman, pourquoi? Parce que sa maman elle-même est d'origine russe, elle perd un peu la tête, elle est âgée, elle perd un peu la tête, mais il se dit, bon, ben, elles vont parler russe entre elles, il n'y a pas de danger et personne n'ira la rechercher. Et donc, une partie du roman se passe aussi dans l'appartement de la maman, chez Madame Biderman. Donc une fois le recours déposé au greffe, donc c'est ce recours au Conseil d'État pour contester l'ordre de quitter le territoire, une fois le recours déposé au greffe, je revins chez ma mère, bien décidée à forcer Yulia à documenter enfin son dossier. Ne comprenait-elle pas que sans ces renseignements, je resterais le bec dans l'eau devant les juges administratifs qui m'attendraient de pied ferme quelques jours plus tard. « Ne te laisse pas bousculer par mon fils, avertit ma mère en voyant ce qu'elle appelait ma mine des mauvais jours. Si tu as échappé au KGB, tu résisteras à ces rites. Mais enfin, n'écoutez pas cette vieille anarchiste, Yulia. Donnez-moi les cartouches nécessaires pour mettre en place un système de défense, demandai-je d'un ton plus plaintif que je ne le souhaitais. Je ne comprends pas vos réticences alors que vous devriez m'aider de toutes vos forces à sortir de la panade.
Il est toujours comme ça, s'écria ma mère en levant les yeux au ciel. Tout pour arriver à ses fins. Il me rappelle quelques-uns de mes amis communistes de jadis. Maman, je ne te boucle pas à double tour dans ta chambre pendant que je mets Yulia sur le gris, mais je te demande une chose simple, tais-toi. N'as-tu pas honte de traiter ta mère de cette façon? Yulia prit un air choqué avec beaucoup de naturel. Jamais je n'oserais parler ainsi. Je suis sûr qu'il n'est pas aussi cruel qu'il veut le faire croire, Madame Biederman. C'est seulement sa façon de se donner l'image d'un homme, un vrai. Un homme ou femme à mère? N'importe quoi, dit-elle en partant à la cuisine. Je vais préparer le samovar. Est-ce qu'il est exact, parce que c'est un autre passage relatif au Conseil d'État, que celui-ci a essentiellement pour objet d'écarter les recours des étrangers, de donner raison aux autorités belges. Puisque si on veut être précis... oui, c'est en 2005. Voilà, donc maintenant c'est le Conseil d'État n'a plus cette compétence. On a créé le Conseil du contentieux des étrangers qui fait encore mieux le travail. Le Conseil d'État, de temps en temps, cassait les ordres de quitter le territoire. Avec le Conseil du contentieux des étrangers, on est tranquille. Il rejette absolument. Donc c'est beaucoup mieux. Ouais. Oui. Donc, toujours au chapitre du réalisme, c'est une toute petite réflexion, parce que dans ce centre de détention, il y a une tentative de viol qui se produit sur une personne qui est hébergée, évidemment. Et alors la question est de savoir est-ce que ça ne doit pas être évoqué dans le dossier qui essaye d'aboutir au rejet de l'expulsion. Et alors, je lis ceci. François aura donc beau, François c'est un des gardiens du centre, aura donc beau prétendre avoir été piégé, vampé, séduit, attiré dans un piège, c'était à lui de ne pas se laisser entraîner. Les viols, ça commence à être mal vu, même par la justice. Confirme. Oui. Au tempora, au mores. Au mores, oui. Toujours dans le chapitre du réalisme, il y a de belles descriptions. Là, il faut que vous les lisiez. L'une, c'est sur l'arche du cinquantenaire. Là, on voit que nous avons affaire à un Bruxellois. Je lis ceci. Je suivis Carole, donc je, c'est toujours le narrateur, et Carole, c'est sa femme. Je suivis Carole dans les allées du parc du cinquantenaire. Un jardin sagement tracé qui serpente entre quelques bâtiments monumentaux du siècle dernier, dont l'un abrite le musée de l'armée et un autre celui d'art et d'histoire. Improbable voisinage, sauf en Belgique. Le tout dominé par l'arche grandiose construite jadis pour fêter pompeusement les 50 ans de l'indépendance du pays. Des monuments beaucoup trop imposants pour un pays aussi petit et modeste que le nôtre, construits jadis par un roi, Léopold II, qui rêvait d'un empire, alors qu'il régnait sur un territoire moins étendu que l'oblast de Moscou. Et alors, autre citation bruxelloise, vers la fin, les intéressés se rendent dans un bistrot où je vous conseille d'y aller. Je vous conseille d'aller. Il a un nom qui pourrait vous décourager, qui s'appelle La mort subite. Mais je vous assure que j'y ai été et comme vous voyez, j'en suis sorti. Et je ne me suis jamais senti en danger. Tu as fait beaucoup de recherches sur ce livre. Oui, beaucoup. Surtout La mort subite. Oui. La mort subite, oui. Qu'est-ce que tu veux? Il faut voir les choses sur place. Il insista, ça c'est l'ami du narrateur, pour faire le détour par La mort subite, un des plus anciens bistrots de Bruxelles, au décor figé dans le temps, banquettes en bois, photos de vedettes oubliées sur les murs à la peinture écaillée et serveurs en tablier blanc. Réalisme à 100%. C'est toujours le cas. Oui. C'est toujours le cas. Hein. Je crois que nous arrivons doucement au bout de notre du temps qui nous est imparti. Je voudrais souligner encore une tranche d'humour à propos de la Bible, sujet sérieux pourtant, mais c'est parce qu'il y a un personnage qui fait partie des services secrets israéliens qui se trouve en Belgique et il dit nous aurons finalement raison contre cette volonté de nous expulser, enfin d'expulser la jeune femme. Ah oui, dit Cyril, le bon vieux combat de David contre Goliath. Excellente référence, Cyril, dit l'Israélien. La Bible a toujours été une inépuisable source d'inspiration pour tous les services secrets. Et alors ce que l'auteur note,
Y a-t-il un précédent dans la Bible dont nous pourrions nous inspirer? Un exemple d'appât qui aurait bien tourné? Moi, je n'en connaissais qu'un. Il avait déclenché une catastrophe. L'histoire de la pomme et du serpent dès la première page de l'Ancien Testament. Mauvais départ. Il y en a quantité comme ça, hein. Donc à vous de les découvrir, de les lire. Je vous incite effectivement très vivement à lire ce roman. Vous ne serez certainement pas déçus. Je terminerai par une citation de d'Alembert qui ne s'applique évidemment et précisément pas au livre d'Alain. Malheur au roman dont le lecteur n'est pas pressé de connaître la suite. Voilà.